Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur cette antenne, sur la 98.7, M. Amar Thioune. Bonjour, M. Thioune. Oui, bonjour, M. Diouf. Merci pour votre invitation. Okay. Et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de vos auditeurs. Et puis surtout, c'est encore très récent de m'incliner devant la mémoire d'Ahmed Mokhtar Mbow, qui fut un grand homme de ce pays. Voilà, quelqu'un au parcours exemplaire et extraordinaire. Et en tant qu'enseignant, je ne peux que aussi magnifier le passage qu'il a fait au ministère de l'Éducation nationale, qui nous a beaucoup marqué, même si on était petits. Ok. Un éducateur hors pair, un intellectuel chevronné, paix à son âme. Alors, comme d'habitude, nous allons procéder à la présentation de l'invité, qui est Amar Thioune. Il est le leader du mouvement citoyen, Mouvement authentique national africain, MANA. Amar Thioune est un fils du Waalo. Il est ancré dans le département de Dagana et la région de Saint-Louis, avec un fort réseau national et international. M. Amar Thioune fait du social, notamment avec ses propres moyens, en construisant et participant à l'équipement des mosquées, n'est-ce pas, avec un premier modèle sur plan de 1000 mètres carrés à Rosso, Sénégal, en lieu et place d'un lieu de débauche qui avait été acheté et détruit, lieu où ont perdu la vie de plusieurs jeunes par overdose et qui générait une insécurité permanente. La liste est longue. Je vous laisse la parole. Je vous passe la parole si vous avez quelque chose à ajouter, parce que c'est un profil très riche. Oui, merci. Effectivement, dire que je suis de formation d'enseignant. Je suis un ancien normalien. Okay. Mais évidemment, j'ai enseigné ici au Sénégal et j'ai été directeur d'école avant d'aller faire mes études supérieures en France. Voilà, où effectivement, pareil, des études universitaires de 3e cycle qui m'ont permis également d'avoir aussi des expériences là-bas assez intéressantes à haut niveau de responsabilité, donc soit au service bien sûr de la France, mais aussi au service d'autres acteurs, notamment internationaux. Donc ça, c'est effectivement le travail. Par ailleurs, après, j'ai créé mon propre cabinet pour pouvoir cheminer et répondre à certains enjeux, notamment en Afrique, mais aussi dans le reste du monde, en particulier dans des zones où soit de conflits comme la Palestine ou Haïti. Donc du coup, pour dire qu'en fait, en tout cas, il n'y a pas de fatalité. Voilà, et que le développement même et les questions prioritaires pour les êtres humains peuvent être... on peut trouver des solutions même dans des situations très très compliquées, de conflits, d'accès difficiles, etc. Il suffit d'avoir la volonté de faire pour que ça avance. Ok, merci M. Thioune. Alors, vous activez dans le social pendant des années et surtout dans votre propre localité. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à dérouler ces actes aussi nobles et humanitaires? D'abord, je peux dire que c'est mon éducation. Ma maison à Rosso a toujours été un creuset de rencontres où ma mère avait ouvert la maison, effectivement, à toutes les personnes qui passent, qui avaient des difficultés à la frontière, aux indigents, et c'est quelque chose, on a été élevé comme ça, donc dans le partage, dans la solidarité, effectivement, y compris d'ailleurs pas mal de jeunes des localités rurales qui venaient faire leurs études, donc logés chez moi également. Donc on a grandi dans cette ambiance-là, fraternelle, de solidarité et du respect mutuel des uns et des autres. Et je pense que cette éducation-là a fait qu'à un
moment donné, effectivement, j'ai développé cette fibre sociale-là. Mais au-delà de cette éducation, mais c'est aussi ma formation. En tant qu'enseignant, on ne peut pas être un enseignant si on n'a pas, effectivement, cette générosité de vouloir donner et transmettre. Et ça, c'est important. Vous savez, au Sénégal, souvent, on le dit, hein, quand vous êtes un enseignant ici avec des classes pléthoriques sur lesquelles il faut agir, d'ailleurs, parce que c'est un vrai problème, et que vous avez, des fois, moi, à l'époque, 70 gamins en classe double flux qui vous regardent et qui vous disent 70 pierres Dieu, qui vous disent notre avenir dépend de vous, ce n'est pas simple si on n'est pas engagé, si vraiment on n'est pas résolument dans la dynamique de transmettre et de la générosité intellectuelle, je veux bien dire, ben, on ne peut pas effectivement travailler dans ces conditions-là. Et j'ai été heureux de ce parcours-là. Et aujourd'hui, mes élèves me le rendent bien. Parce qu'il y a des élèves qui ont grandi, qui ont aujourd'hui même cheminé. Qui sont des cadres. Qui sont des cadres et qui me le rendent bien et avec qui je suis en contact. Et j'en suis très, très heureux parce que c'est la seule satisfaction qu'on peut tirer effectivement de cette action-là. Parce que quand on le fait, à un moment donné, on n'attend rien en retour. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on le fait, mais on n'attend rien en retour. Pour servir surtout son peuple. Tout à fait, pour servir son peuple, son pays, et effectivement, et son terroir. Et pourtant, il y a énormément de Sénégalais qui ont cette possibilité de bien faire ou de mieux faire, mais on ne les voit pas sur ce terrain social-là. Qu'en dites-vous ? Oui, après, moi, je n'ai pas jugé un peu les autres. La seule chose que je peux leur dire, c'est de les appeler. En tout cas, de dire que ce pays a besoin de tous ses enfants. Voilà, ses fils et ses filles. Et je pense que notamment dans cette période très cruciale qu'on traverse, cette période où, effectivement, on le voit. Hein, donc, je pense que la conférence de presse du Premier ministre, au-delà de tout le débat qui peut avoir autour. On reviendra sur ça, surtout. Voilà, exprime une réalité difficile dans le pays. Et donc, cette réalité-là, pour faire face, il n'y a pas que l'État. On ne doit pas tout attendre de l'État. Il faudrait que les citoyens, chacun à son niveau, puissent s'engager. Et puis, je pense qu'aussi, mon éducation musulmane, hein, je pense que ça, c'est important, si vous le permettez. Et je pense que ça, c'est fondamental. Même ton voisin, en principe, quand toi, tu manges, tu dois veiller à ce que aussi tes voisins puissent aussi manger, partager, ainsi. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui est important, la notion du jar. Sauf que c'est une notion qui est élargie. Voilà. Qui est élargie à quoi? Qui est élargie effectivement au peuple, à la solidarité, au-delà des croyances et des religions. Et je pense qu'on est d'abord des êtres humains et que cette solidarité-là, elle doit être là. Tout à fait. Et notre réalité africaine surtout a besoin de cette solidarité-là. Et est-ce que la société n'a pas besoin des exemples comme vous pour leur représenter à l'Assemblée nationale qui défendent l'intérêt des populations, ou bien d'avoir des députés, au lieu d'avoir des députés mécaniques qui sont là que pour leur propre intérêt? Bah écoutez, je vous remercie, mais effectivement, après, je n'ai pas la prétention de dire que nous, on est meilleurs, en tout cas, ceux qui ont ce profil-là. Mais en tout cas, on essaye de faire. Et je pense que aussi, vous avez touché un point important. Mais vous êtes des exemples. Merci. L'Assemblée nationale, ce n'est pas juste, je dirais, un lieu où il faut venir se chamailler, se battre, ou un lieu où il faut venir donner fait écho justement à un homme ou à un parti, et être tout simplement en train d'applaudir quand il le faut, alors qu'on sait très bien ce qu'on applaudit ne va pas dans le sens des réalités, des réponses dont a besoin le pays. Et donc, je pense que c'est important dans cette période-là qu'on rappelle le rôle d'un député, et que le député aussi, il ne doit jamais oublier que lui, il est du peuple. Donc c'est un citoyen d'abord, il faut être sénégalais, par le peuple. Il est désigné par le peuple qui a des espoirs et des aspirations qui transcendent à travers lui. Et bien évidemment, quand il est à l'Assemblée nationale, il doit être là pour le peuple, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être force de proposition, il doit réfléchir. Et bien évidemment, quand il y a un exécutif qui est là, parce que le législatif, c'est un pouvoir à part, et un pouvoir très très important. Un pouvoir qui légifère, qui vote des lois, et ces lois-là organisent notre vie. Et ça, c'est important. Mais au-delà de ça, aussi, il y a tout le travail, effectivement, de suivi et évaluation que l'Assemblée nationale doit faire sur la mise en œuvre des politiques publiques. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas, effectivement, avoir des députés qui viennent là que pour avoir des postes, qui viennent là pour se protéger, qui viennent là pour avoir une immunité parlementaire
pour X ou X raisons, mais ou pour d'autres raisons non avouées au peuple sénégalais. Et je pense que ça, ce serait une grande trahison, et c'est la plus grande trahison qu'on peut faire au peuple. Et ça, c'est, pour moi, c'est fondamental. Et bien évidemment, je pense que nous, on réfléchit, pourquoi pas aller à l'Assemblée nationale, bon, on discute, et je pense que, mais en tout cas, nous, notre choix et notre vision, c'est la rupture. Voilà, parce que l'ancienne génération nous a fait beaucoup mal, et que les gouvernances qui ont été jusqu'à présent mises en œuvre ont été des gouvernances qui ont presque mis les pays vers l'abîme, et je pense que peut-être qu'on reviendra là-dessus sur la situation du pays. Tout à fait. Et les Sénégalais attendent vraiment de ce changement notoire. Alors sans transition, restons également sur cette Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dissous l'Assemblée nationale pour 3 raisons. On va essayer de scinder les raisons et d'en discuter une par une. Alors, la première raison, le président a brandi le refus de la majorité présidentielle de tenir le débat d'orientation budgétaire pour le motif simpliste d'une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Quelle analyse faites-vous de cette première raison? Je pense que d'abord, on ne peut pas refuser de faire un débat d'orientation budgétaire parce qu'on a été attaqué sur le plan politique. Parce que l'Assemblée nationale, justement, c'est le lieu justement des échanges politiques. Tout à fait. Moi, je ne les analyserai pas comme des attaques. Et je pense que c'est important qu'on ait un échange. Et puis, c'est vrai que cet échange-là peut être parfois rugueux, mais il doit rester respectueux et dans le cadre républicain. Ce pays a besoin, effectivement, aujourd'hui, qu'on ait un cadre budgétaire qui est clair. Parce que le cas échéant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va naviguer à vue. Et ça, c'est dangereux pour un État. Surtout un État qui est faible, il faut le dire, voilà, qui a très peu de ressources. Je le dis souvent, un État qui emprunte tous les mois pour payer ses fonctionnaires, on sait très bien qu'il y a un vrai problème. Comment cet État-là, si on ne fait pas, parce que la gestion d'un pays, ce n'est pas la gestion au quotidien, c'est de l'anticipation. Et le débat d'orientation budgétaire aurait pu permettre justement de discuter des problématiques prioritaires dans ce pays sur lesquelles il faut intervenir très rapidement et peut-être de prendre des décisions ou en tout cas des propositions sur lesquelles le chef de l'État peut s'appuyer pour, par exemple, faire du fast-track, notamment pour tout ce qui concerne le panier de la ménagère, de manière concrète et concertée. Et je pense que ça, il ne doit pas y avoir de clivage là-dessus parce que l'ensemble des députés sont d'accord qu'aujourd'hui, il y a un problème au Sénégal sur cette question-là. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir des dissensions là-dessus. On peut avoir des démarches différentes, mais à un moment donné, il faut chercher la convergence parce qu'au final, le perdant, c'est le Sénégalais. Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, sur les questions de santé, il y a des choses essentielles. Sur la question de l'éducation nationale, il y a des choses également essentielles. Les abris provisoires aujourd'hui, les gamins qui ne vont pas à l'école, la déscolarisation précoce, on le voit. Et ça, c'est des problématiques sur lesquelles on doit revenir régulièrement. La question de l'économie, mais aussi la question de la défense nationale. Aujourd'hui, dans un contexte où on est entouré, justement, par des risques majeurs tout autour de nos frontières. Donc voilà des questions essentielles. L'avancée du terrorisme. Bien sûr, l'avancée du terrorisme, mais également, surtout aujourd'hui, la déstructuration de la zone de libre-échange qui est effectivement la zone de la CEDEAO. On voit bien ce qui se passe. Et je pense que pendant cette période-là, il y a des priorités pour sécuriser notre économie, pour sécuriser notre pays et pour, bien sûr, au moins essayer de penser dans un premier temps les plaies, en attendant de trouver justement le remède véritable, justement, parce qu'effectivement, depuis les indépendances, il y a eu des choses qui sont passées, et pour soigner ces plaies-là, il va falloir du temps. Ça, c'est clair. Tout à fait. Alors, le président le considère d'ailleurs comme violation d'une obligation légale prévue par l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances et aura gravement contribué à ternir l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Alors, pour la deuxième raison, le président Bassirou Diomaye Faye évoque le rejet par la majorité d'une révision constitutionnelle visant la suppression du HCCT et du CESE.
Alors, quelle est votre appréciation sur cette deuxième raison? Là, effectivement, alors là, on sort du cadre, on est loin de ce qui était vraiment un enjeu crucial, la question du budget, etc. Là, on rentre dans des considérations politiques parce qu'en fait, c'est des engagements du chef de l'État. Voilà. Il a été élu sur ces engagements-là et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il décide de dire, oui, voilà, moi, je décide effectivement de supprimer ça et de proposer ça au vote. Et l'Assemblée nationale, bien évidemment, est libre de dire oui ou non. C'est l'enjeu également toujours d'avoir, et là on voit bien l'enjeu de ces élections-là, le fait de vouloir avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir mener les réformes nécessaires. Et je pense que c'est important que les Sénégalais gardent ça à l'esprit au moment où ils vont aller voter. Se dire qu'effectivement, nous avons voté pour la rupture, nous avons voté pour un programme et nous souhaitons que ce programme-là soit mis en œuvre. Malgré qu'on dit oui, mais le projet, il est où? En tout cas, tout ce qui a été mis en place, et je trouve qu'effectivement, d'une part, le président de la République a été cohérent dans sa démarche, etc. Après, je ne peux pas reprocher à l'opposition majoritaire, effectivement, qui a mis en place ces instruments-là, de voter contre cette loi-là. Voilà, parce que, effectivement, et je pense que on voit bien qu'effectivement, peut-être c'est une attitude qu'on peut considérer comme une attitude non consensuelle qui peut mener effectivement la présidente de la République à dire, OK, vu que vous vous opposez à ce fait-là, ça se trouve que vous allez vous opposer à tout le reste, et donc je ne vais pas passer mon quinquennat à avoir une majorité qui refuse effectivement les décisions importantes que je souhaite, ou en tout cas le respect de la parole que je souhaite mettre en avant. À partir de ce moment-là, effectivement, vu que la Constitution lui donne la liberté de dissoudre, il peut dissoudre. Okay. Alors, en rejetant le jeudi 29 août 2024 le projet de révision constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite, c'est Bassirou Diomaye Faye qui parle, au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques, comme vous l'avez dit, impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Alors donc, le troisième motif, bien la troisième raison, le président évoque l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'en dites-vous? Alors là, en fait, en réalité, quand on regarde bien sur cet aspect-là, je considère qu'il y a un vide juridique. Et je pense qu'il est important. Et d'ailleurs, vous posez une question qui incite à une réflexion sur la réforme des institutions. Et je pense que c'est important qu'on se pose cette question-là et qu'on clarifie nos textes pour qu'effectivement, les responsabilités soient situées à chaque moment. Et qu'il n'y ait pas, à un moment donné, la question de l'hiérarchie des normes juridiques puisse être respectée de ce point de vue-là et que chaque pouvoir puisse exercer son pouvoir de manière autonome, libre, tout, bien sûr, de manière concertée, parce qu'effectivement, que le législatif, le judiciaire et l'exécutif doivent se concerter. Et je pense que c'est ça qui a manqué à un moment donné, parce qu'effectivement, on a effectivement un pouvoir qui va aller vite, voilà, parce que qui est acculé par les problématiques de ce pays, et en face, on avait une opposition qui n'avait pas encore digéré le fait d'avoir perdu effectivement la présidentielle. Et je pense que dans ce contexte-là, il fallait peut-être une véritable réflexion, une intelligence collective qui aurait permis de trouver une solution. Mais en tout état de cause, ça pose en tout cas réellement la question de la réforme des institutions et je pense que ça c'est quelque chose que moi j'avais porté cette question-là lors de la présidentielle parce que il me semblait effectivement qu'il y avait vraiment souvent soit des vides juridiques, soit des confusions dans les rôles et je pense que on l'a vu sur la question du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on a vu sur d'autres problématiques et je pense que c'est important qu'à un moment donné qu'on se pose et qu'on retravaille. De la même manière que notre vénérable feu Kéba Mbaye avait fait ce travail-là autour du code électoral qui est devenu aujourd'hui consensuel et la Bible et que tout le monde nous envie, c'est important qu'on se pose à un moment donné, qu'on puisse aussi rediscuter de nos textes et regarder, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pendant les crises qu'on trouve, qu'on progresse et qu'on construit. Qu'on construit, tout à fait. Alors, maintenant, la dissolution de l'Assemblée nationale est actée. Des élections législatives anticipées seront organisées le 17 novembre 2024. Alors, on a constaté une recomposition politique de la classe politique.
des alliances électorales se nouent et se défont. Alors, quelle lecture faites-vous sur cette situation-là? Moi, je trouve que c'est dommage. En fait, c'est dommage, effectivement, il y a une recomposition de l'espace politique. Ce que je trouve dommage, c'est que c'était peut-être l'occasion pour la classe politique sénégalaise, qui était là jusqu'à présent, de faire mea culpa. Voilà. Et de repenser autrement la relation avec le citoyen. Ce n'est pas le cas, parce que je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai été approché par plusieurs organisations politiques dans le cadre de ces législatives-là. Et évidemment, on ne parle pas de programme, on ne parle pas de projet, on ne parle pas de notre vision du Sénégal. Qu'est-ce qu'on parle? On parle des places, on parle effectivement, je vais absolument être élu. Moi, c'est important que, non, à un moment donné, on discute sur des approches programmatiques. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et ce qui le prouve, c'est des coalitions qui se créent à la va-vite. Tout à fait. C'est des coalitions qui se créent à la va-vite et surtout, c'est des coalitions fourre-tout. Et c'est ça qui pose problème. Moi, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me pose problème. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur les grands blocs, effectivement, si on essaie d'avoir une lecture raisonnable et plus ou moins cohérente, justement, de ce qui fait converger les gens, il n'y a rien à part, on va abattre, faire tout pour que l'exécutif n'ait pas la majorité. Tout à fait. Et pour moi, ça, ce n'est pas un projet. Tout à fait. De la même manière que je disais à l'époque, être anti-maquis, ce n'est pas un projet. Il faut avoir un projet pour le Sénégal. Et aujourd'hui, je dis être anti-Diomaye, ce n'est pas un projet. Voilà. Et parce que tout simplement, en fait, combattre l'exécutif, affaiblir le président de la République, c'est affaiblir le pays. On en parle. Dans le concert des nations, on a besoin d'un exécutif fort. On a besoin d'une diplomatie forte. Et on le dit là, par exemple, et le Premier ministre l'a dit lors de son dernier discours, en disant que je suis conscient que les chiffres que je vais donner aujourd'hui vont affaiblir, ou en tout cas vont faire discuter. Et les marchés financiers l'ont prouvé ce matin à la baisse pour le Sénégal. Tout à fait. Mais je pense que c'était nécessaire, ce discours de vérité. Et il faut l'avoir, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est une fois qu'on a ce discours-là, qu'on a ces décisions claires, qui sont difficiles, à partir de ce moment-là, on sait où on va, on peut clarifier la suite. Tout à fait. Alors, des gens qui se chamaillaient et qui se retrouvent, du coup, rien que pour combattre un régime, alors ça, c'est antidémocratique, n'est-ce pas? Alors, je ne dirais pas que c'est antidémocratique, au contraire, c'est la démocratie qui permet ça, que les gens se regroupent. Moi, ce que je veux dire, par contre, la démocratie, sa base, c'est l'éthique. Mais est-ce qu'il y a une logique dans ça? Peut-être qu'il y a une logique, mais c'est leur logique à eux. Okay. Mais cette logique-là, pour moi, elle n'intègre pas l'éthique ni les valeurs qui font qu'un individu qui aime son pays, qui a envie de s'engager, s'engage en politique. On ne s'engage pas juste pour faire de la tactique. La politique, ce n'est pas que la tactique. Okay. La politique, effectivement, c'est répondre et prendre en charge les affaires de la cité. Et d'ailleurs, étymologiquement, c'est ce que ça signifie. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle politique, automatiquement, on parle de discussion, d'échange, on parle de compromission, on parle de protection, on parle de partage de gâteaux. Et ça, je trouve ça scandaleux. C'est un manque de respect fondamental au peuple sénégalais et à l'intelligence du peuple sénégalais. Monsieur Amartyoun, il n'y a pas de logique dans la politique? Si, il y a une logique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une logique, mais on peut avoir une certaine logique. Alors, en même temps, l'engagement politique doit être basé sur des valeurs, sur des convictions. Surtout sur des valeurs et des convictions. Et ça, des convictions. Ça, c'est important. Si on ne le fait pas, bien sûr, on ne va pas loin. Si on ne le fait pas, effectivement, on est prêt à manger à tous les râteliers. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut sa pitance. Tout à fait. Alors que on ne peut pas continuer comme ça. La gestion d'un État, la gestion d'une nation, porter l'espoir d'un peuple ne peut pas se baser tout simplement sur des êtres humains, sur des hommes et des femmes qui sont des piques assiettes. Aujourd'hui, ils sont ici, au gré des intérêts, le lendemain là-bas, après-demain là-bas. Mais je pense que ça, c'est un gros problème, effectivement. Et c'est pour ça que je trouve, malgré tout, cohérent que le président Ousmane Sonko, quand il dit si vous venez chez moi, c'est Pastef. Voilà. Vous voulez faire Pastef, vous venez chez moi. Vous voulez pas, au moins, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et je pense que... après, il faudra voir comment les choses vont se passer par la suite. Parce que
on peut avoir une entité qui figurative, qui forcément les gens ne vont pas se dissoudre dedans, mais peut-être partageront. C'est déjà une base pour discuter justement en cohérence justement d'une vision, et de valeurs qu'on veut porter et de manière d'exprimer et de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance dans ce pays. D'ailleurs, on reviendra sur ce point-là qui est très, très, très important, qui est un point d'actualité. Alors, la précipitation pour le dépôt des listes se fait à cause d'un délai très réduit. Certains opposants commencent déjà à crier des manquements dans l'organisation. Est-ce que le délai ne devrait pas être prolongé pour permettre à tout le monde de déposer en toute quiétude? Peut-être. On aurait pu le faire. Mais en situation exceptionnelle, je pense qu'il y a des décisions exceptionnelles qui se prennent. De toute façon, qu'on ait des délais réduits et des délais longs, en même temps, on ne peut pas laisser le pays sans pouvoir législatif. À un moment donné, il y a des décisions qui se prennent d'ici la fin de l'année. Et donc, et c'est important, le budget, on ne peut pas attendre les calanques grecs pour voter un budget. On est obligé de voter le budget dans les délais. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai eu des responsabilités dans la fonction publique et j'ai été gestionnaire. À chaque fois, à l'époque, effectivement, bien sûr, peut-être que c'était pas, on n'est pas au même niveau de responsabilité, mais on a besoin d'avoir un budget primitif au départ qui est voté avant la fin de l'année parce qu'effectivement, l'approche budgétaire, elle est annualisée. Et donc, en cours d'année, effectivement, il y aura des sessions extraordinaires qui permettent à un moment donné d'avoir ce qu'on appelle des décisions modificatives dans le cadre du budget. Et ça, c'est important de le caler. Parce qu'on ne peut pas attendre. Et pourquoi on ne peut pas attendre? Parce que les partenaires du Sénégal, dans la mesure où aujourd'hui, financièrement, on n'est pas autonome. On le sait, les déficits sont ce qu'ils sont voilà, énormes. Et il y a un déficit abyssal au Sénégal budgétaire. Donc, on est obligé de travailler avec des partenaires. Je ne dis pas tendre la main. C'est travailler avec des partenaires, discuter avec eux, parce que c'est comme ça que la mondialisation et aujourd'hui le système économique mondial nous impose et la gouvernance des nations, c'est pas comme ça. Et surtout un partenariat gagnant-gagnant. Oui, un partenariat gagnant-gagnant, mais surtout un partenariat responsable. Parce que c'est ça aussi qu'on oublie souvent. Différent de ce qui se faisait avec les régimes passés. Bien sûr, différent de ce qui se faisait avec les régimes passés, mais la différence, elle ne sera pas que seulement dans la contractualisation. Elle sera également de la manière de gérer, de suivre, d'évaluer la mise en œuvre justement des programmes et des projets pour lesquels nous avons mobilisé des ressources extérieures. Parce que ces ressources-là, il faut qu'on sache, c'est les ressources du peuple. Et que quand on endette les pays, on endette des générations. Voilà. Et on hypothèque notre avenir, on hypothèque nos ressources, ce qui est le cas aujourd'hui. Beaucoup de ressources aujourd'hui sont hypothéquées par des dettes, effectivement, que nous avons. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que tout simplement les gens n'ont pas été assez prudents et qu'ils n'ont pas eu le courage ou en tout cas peut-être la dextérité intellectuelle de dire je peux trouver des solutions endogènes avec les moyens que j'ai au lieu d'aller renforcer la dette. Parce qu'on n'était pas, il y a quelques années, on n'était même pas 10 millions. Tout à fait. Donc on aurait pu gérer autrement le pays plutôt que de continuer à s'endetter, à s'endetter, à s'endetter. On aurait pu l'autosuffisance alimentaire, on aurait pu bloquer certains produits ici et dire que ces produits-là, on ne les importe plus et s'obliger à les produire ici au Sénégal. Aujourd'hui, on aurait été autosuffisant. C'est le cas du riz parce que les milliards qu'on récupère, moi je suis Walo Walo, dans le cadre de l'importation avec les taxes de douane, on est content de les avoir et on ne veut pas s'en passer. Et c'est pour cela qu'aussi, à un moment donné, on se dit, oui, bon, l'agriculture, bon, on va donner ce qu'on peut, mais on s'arrête là. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Pour une bonne et simple raison. Parce que les moyens qui sont mobilisés aujourd'hui, en termes de logistique, en termes de douane, en termes d'action, en termes de gestion, de surveillance, et ainsi de suite, etc., si on les réaffecte effectivement à l'agriculture, aujourd'hui, on serait. Aujourd'hui, si on rationalise les moyens autour de l'agriculture avec l'ensemble de la multitude des agences qu'on a, on a la SAED, on a l'ANCAR, on a l'ISRA, on a tout, mais tout, il faut rationaliser. Tout à fait. Économiser, optimiser des ressources pour les réaffecter dans d'autres secteurs prioritaires. Et je pense que ça, c'est important pour nous, et en tout cas pour le Sénégal, qu'on ait cette vision-là. Et c'est cette ingénierie financière-là qui va faire qu'à un moment donné, le Sénégal puisse aller de l'avant. Et ça, c'est très, 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 très important. Alors, M. Thioune, le Premier ministre Ousmane Sonko a fait récemment, on a brossé ça un peu, récemment une déclaration en disant qu'il va aller aux élections législatives sous la bannière du PASTEF. Alors, ceux qui veulent le suivre n'ont qu'à
s'inscrire sur la liste du parti Pastef. Alors, que doivent faire ses alliés? Ou bien quelle appréciation avez-vous sur cette déclaration-là en tant que politique, acteur politique? Elle peut être surprenante, cette déclaration, mais en même temps, elle peut suivre une certaine logique. Et je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir plusieurs têtes. Voilà. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut une locomotive. Le train, il roule sur les rails, mais il y a une locomotive qui tire le reste. Voilà. Et ça, c'est important. Maintenant, les alliés, ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pourquoi? Ils sont là-bas pour affirmer leur parti, dire je suis là, moi avec mon parti et mon drapeau, ou ils sont là pour le peuple et pour le Sénégal. Voilà. À un moment donné aussi, il faut faire le choix. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je trouve effectivement, au moins c'est clair. C'est honnête et c'est clair. Ouais. Voilà. Ce n'est pas là où vous pouvez venir, on vous dit, ah, venez, on va faire notre coalition, mais attention, hein, je veux juste que vous soyez là, vous vous appelez à voter pour moi, et dans la liste, je vais mettre mes gars, et puis en fait, vu que c'est une élection à la proportionnelle au niveau national, bon, vous allez cotiser pour moi. Voilà. Mais je vous donne quelques strapontés dans les départements au scrutin majoritaire. Si vous passez, tant mieux. Vous ne passez pas, tant pis. Je trouve ça malhonnête. Voilà. Et je trouve ça très, très malsain. Voilà. Et je pense qu'avoir cette approche-là, c'est important. Et quand on y est, on sait qu'effectivement, on est dans une équipe. Voilà. Une équipe, ça joue ensemble. Et il a eu l'expérience, parce que lors des élections passées, le parti passé, ou bien la coalition IEUI, était composée de plusieurs mouvements et partis politiques, mais au finish, ce qu'on a vu, certains ne sont plus avec IEUI, ils sont même contre ce Pastef-là. Donc il a raison, est-ce qu'il a raison de prendre les mesures, de prendre les devants pour ne pas encore avoir de telles surprises, de telles mauvaises surprises? Oui, moi je pense que c'est tout à fait cela. Et c'est bien réfléchi de sa part, je pense bien. Oui, moi je pense qu'il a bien fait. C'est un risque important, mais c'était un risque à prendre. Pour une bonne raison, c'est que si demain, effectivement, il remporte la majorité, en tout cas, je pense que certainement, il y aura une certaine cohérence et les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale fait que quelqu'un qui est dans le groupe du Pastef ne pourra pas, effectivement, il pourra s'exprimer en interne dans son groupe, etc. Parce que c'est comme ça que les grandes démocraties fonctionnent. Il y a forcément, tout le monde n'est pas d'accord dans un parti. Voilà. Mais les discussions s'organisent en interne. Et les règles, justement, de fonctionnement doivent s'appliquer en interne des organisations politiques. Une fois que un consensus est là, il y a ce qu'on appelle la discipline de parti qui doit s'appliquer. Et ça, moi, d'expérience, je le sais parce qu'effectivement, j'ai milité par ailleurs, pas au Sénégal, forcément, où je n'ai jamais été encarté, mais à l'étranger, j'ai cheminé avec les jeunesses socialistes, avec les mouvements de gauche, à un moment donné. Et effectivement, il y a cette discipline-là. Et c'est cette discipline-là qui permettait, à un moment donné, de gagner des élections et d'aller de l'avant, de pouvoir avoir des programmes communs. Et ça, c'est fondamental. Tout à fait. Alors, toujours dans le chapitre des déclarations du Premier ministre, à l'occasion d'un point de presse tenu ce mercredi pour évoquer la situation économique du Sénégal, 6 mois après leur accession au pouvoir, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé ce qu'il considère comme des mensonges et des manipulations du régime de l'ancien président Macky Sall. Ils ont falsifié des chiffres publics en fournissant des données erronées. La dette publique est également 10 points plus élevée. Alors, quelle analyse faites-vous de cette déclaration? Vous savez, moi, pendant la présidentielle, je l'avais déjà dit. J'avais déjà avancé et je l'ai écrit au président de la République le lendemain de sa prestation de serment, en disant que de toute façon, on sait très bien que les comptes publics tels qu'ils sont présentés par M. Ba ne sont pas sincères. Ne sont pas sincères pour une bonne simple raison. C'est que l'endettement, effectivement, on savait exactement, moi, de par mes investigations, je savais que l'endettement n'était pas correct. Ce qui était présenté aux Sénégalais était faux. Voilà. De la même manière, dans le cadre de la technique de la gestion budgétaire, à un moment donné, bon, ça a commencé sous Maître Wade, on a créé plein d'agences. Et toutes ces agences-là, souvent, peuvent être endettées et l'endettement n'est pas agrégé dans l'endettement public.
alors que les garanties, c'est des garanties souveraines, c'est les garanties de l'État, parce que c'est des démembrements de l'État ou c'est des satellites de l'État. Donc là, on voit bien qu'effectivement, moi je dirais que ce que le Premier ministre a dit, si on creuse un peu plus, on verra que la situation elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse, et que la question de la gouvernance, elle ne doit pas s'arrêter juste dans les ministères, etc. Et je pense que même si la gabégie et le gaspillage est encore pire dans ces agences-là, qu'il faut contrôler, et dont certaines qui sont des doublons qu'il faut supprimer pour rationaliser effectivement l'offre publique en destination des populations. Mais est-ce que ces agences-là font exactement leur travail? Parce qu'on a senti que vraiment c'était des agences qui ont été créées pour caser de la clientèle politique à l'époque. Mais si l'objectif véritable est fait, si ces agences jouent leur rôle, je pense qu'on n'en arrivait pas à cette situation-là. Bien sûr, ne serait-ce que quand on regarde la question des inondations. On n'avait pas besoin d'avoir 50 000 agences. On aurait une agence de développement. Vous regardez Casablanca. C'est des agences de développement local qui font le tramway, qui font l'assainissement, qui font tout, qui organisent l'urbanisation de la ville. Moi, je travaille avec eux sur un certain nombre de programmes, de projets. Vous allez à Casablanca, ils n'ont rien à envier, les Marocains, des grandes villes européennes. Parce que aussi, c'est structuré, c'est organisé. Et il y a une gestion, il y a un suivi, et il y a un contrôle, et il y a une redevabilité d'ailleurs de la gestion des affaires publiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ici, effectivement, on a créé beaucoup d'agences. Il y a certaines agences qui ont du sens, qui doivent pouvoir exister parce que c'est dans des secteurs spécifiques. Voilà. En revanche, il y en a d'autres, c'est d'une multitude d'agences qui a été créée pour rien. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra rationaliser, il y a une vraie réflexion à avoir. Après, il ne faut pas sabrer pour sabrer, il faut sabrer de manière méthodique avec une réflexion en regroupant les moyens d'État. Moi, j'avais proposé à l'époque, j'avais été consulté pour faire justement l'évaluation ex ante des programmes d'investissement du PSE par le ministère des collectivités territoriales avec d'autres experts. Et j'avais proposé à l'époque, effectivement, une mutualisation à l'échelle des pôles territoires. Et je pense que ça, c'était beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Ça nous permettrait d'avoir une force de frappe plus importante, de pouvoir attirer les investisseurs dans nos territoires, pas qu'au niveau national. Et je pense qu'il y a une autre forme de gouvernance décentralisée qu'il faut avoir. Donc la décentralisation, aujourd'hui, l'action publique, elle doit aller beaucoup plus en avant parce que aujourd'hui, on parle de décentralisation, mais il n'y a pas de véritable décentralisation. On a une déconcentration encore des services de l'État qui est très forte. Les gouverneurs, les préfets ont encore un pouvoir énorme. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut responsabiliser les élus, il faut aussi donner du pouvoir à ces élus-là. Mais surtout, il faut les équiper également. Il faut qu'on ait des équipes techniques qui sont capables d'accompagner les élus, de les conseiller, mais pas que comment faire, mais de les conseiller aussi sur les erreurs qu'ils ne peuvent pas faire et sur les risques qu'on encourt quand on commet une connerie ou quand on commet une faute de gestion, effectivement, parce que là aussi, il faudrait qu'on ait des gens qui savent, parce qu'un élu n'est pas censé savoir ça. C'est quelqu'un qui... On peut avoir demain un maire qui est agriculteur, il n'est pas censé ce que dit le code pénal sur la gestion, et ainsi de suite. En revanche, s'il a de bons fonctionnaires territoriaux qui sont avec lui dans les collectivités locales, ils peuvent dire attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, lui suggérer d'autres approches et encore accompagner effectivement la gestion saine des collectivités locales. Ça nous éviterait effectivement des milliards qu'on annonce à tout bas chaque année pour les inondations et on ne voit pas où ça passe parce que tout simplement on ne sait pas comment c'est géré. Alors, M. Thioune, le projet proposé aux Sénégalais, ce qu'on constate sur le terrain, tarde à démarrer. Surtout, c'est le PSE comme programme qui continue. Il faut savoir que l'État, c'est une continuité. Est-ce que là, la remise en cause du PSE était normale quand on était dans l'opposition? Bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut remettre en cause quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on détruit tout ce qui a été fait. Voilà. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on arrête ce qui avait démarré. Donc on est obligé, parce qu'à un moment donné, il y a des engagements de l'État vis-à-vis des bailleurs, vis-à-vis des partenaires. Et donc, à un moment donné, ces activités-là qui ont démarré, il faut les continuer, il faut les terminer. En revanche, effectivement, si le nouveau pouvoir a des programmes, des projets qui n'étaient pas prévus justement dans cette programmation pluriannuelle-là, c'est tout à fait normal qu'on revienne sur cette programmation-là, qu'on garde le nom du PSE ou qu'on le change. En tout cas, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on revisite
en tout cas les actions prioritaires de cette planification pluriannuelle. Parce que le PSE, quand on parle du PSE, ce n'est rien d'autre qu'un document de planification budgétaire et d'action et de projet pour le pays, pour le Sénégal, sur une durée donnée. Donc à un moment donné, effectivement, chacun avec son approche. Y compris d'ailleurs les partenaires qui sont identifiés dans le cadre de ce projet-là. Si des fois on a des partenaires qui ne veulent plus cheminer avec le Sénégal ou de nouveaux partenaires qu'on veut intégrer, c'est tout à fait normal qu'on ait un nouveau cadre de discussion qui permet justement de contractualisation également, parce que le PSE c'était aussi ça, qui permet effectivement de contractualiser d'une autre façon. Par exemple, le partenariat public-privé, aujourd'hui, il faut le revoir tel que c'est fait au Sénégal. Malheureusement, ça enrichit les privés proches du pouvoir et ça laisse en rade la population, alors que ça aurait dû être l'inverse. Donc, mais quand même, vous pouvez vous confirmer que le PSE n'est pas si mal que ça. Personne ne peut dire que... Je ne dis pas que l'ancien pouvoir n'a rien réalisé, parce que c'est visible. Tout à fait. Voilà. En revanche, le coût de ces réalisations, aujourd'hui, peut être discuté. Ok, d'accord. Et ça, c'est important. Alors, M. Thioune, on aborde un autre sujet, parce que le temps file. Vous êtes d'accord sur la reddition des comptes? Ah oui, tout à fait. Pour moi, la redevabilité, c'est un principe fondamental de l'action publique. Après, comment on le fait, comment on le mène, il faut le mener toujours de manière intelligente et puis surtout en respectant la présomption d'innocence. Et je dirais effectivement, et c'est pour ça que aussi pareil, là aussi il y a une véritable éducation citoyenne à avoir justement et à construire dans le long terme. La gestion des budgets, le suivi budgétaire et ainsi de suite, il faut que la population, les citoyens puissent suivre, la société civile puisse avoir son mot à dire, et qu'il y ait certains programmes qui à destination des territoires, que ces territoires-là puissent être consultés et qu'on leur donne des cadres de suivi, de consultation. C'est pour ça que moi, ce que j'avais proposé dans les pôles territoires, intégrer tous ces aspects-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites. À un moment donné, tous ceux qui sont pris en flagrance, parce que dans le cadre des audits, on a trouvé effectivement des anomalies, des choses qui ne se font pas, à un moment donné, il faut qu'ils rendent compte, ces personnes-là. C'est normal. C'est quand même pas leur argent de poche. C'est l'argent du pays, et puis on doit savoir où ils l'ont mis, qu'est-ce qui s'est fait avec, etc. S'ils peuvent le justifier, il n'y a pas de raison. Et moi, je dis tout simplement, ceux qui ont été gérés honnêtement, il peut y avoir des erreurs de gestion. Voilà. Mais on ne peut pas avoir un enrichissement illicite. Comme ça, et qu'on laisse passer. Parce que tout simplement, on donne de mauvais exemples, c'est-à-dire que demain, ceux qui seront là, ils font pareil. Et je pense que c'est important de dire le haut là, et pour que effectivement ça s'arrête une bonne fois pour toutes, et que tous ceux qui viennent, en tout cas à la tête de l'État, ou qui ont des responsabilités déléguées, sachent qu'effectivement que les ressources qu'on leur confie, ce ne sont pas leurs propres ressources, ce sont les ressources de la nation, et qu'ils doivent les utiliser à bon escient. Des têtes commencent à tomber, tandis que d'autres commencent à fuir. D'après les informations que nous avons, on ne sait pas par quel moyen. Est-ce que cela ne démontre pas la gravité de la situation du moment? De toute manière, après moi, je ne peux pas en préjuger. J'ai bien apprécié le discours du ministre de la Justice lors de la conférence de presse à la primature, qui a toujours... en fait, il faut avoir le sens de la mesure dans des cas comme ça, parce que ce n'est pas toujours simple. Après, maintenant, l'État doit faire son travail, la justice doit faire son travail pour objectiver et effectivement documenter l'ensemble des accusations, ou en tout cas des présomptions justement de détournement et autres qui sont établis, et voir justement ce qui se passe, et ainsi de suite. Moi, la seule chose effectivement sur laquelle je me questionnais, effectivement, je me dis, voilà, quand quelqu'un dénonce, c'est que lui, il était complice. Et à un moment donné, on peut pas, peut-être on peut l'exonérer des faits qu'il a fait, parce qu'il s'est dénoncé lui-même, il a fait mea culpa. En revanche, ce qu'il a pris à la nation, il doit le rendre, et qu'on ne peut pas l'exonérer de cette fête-là. Okay. Alors, ce que les gens se posent, les questions que les gens se posent, alors on a attendu la reddition des comptes jusqu'à cette période préélectorale. Il n'y a pas anguille sous roche sur ça? Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, j'en sais rien, honnêtement, voilà, parce que je ne suis pas à la place de ceux qui ont mis ça en place, mais en tout cas, il fallait prendre le temps
de chercher les choses. On ne pouvait pas venir au pouvoir tout de suite et du jour au lendemain dire qu'il y a tel problème, on a découvert. Donc on a besoin quand même du temps d'investigation. Et même je trouve que pour moi, il y a encore un cheminement à faire et peut-être qu'on découvrira d'autres choses avec le temps et que je pense qu'il faut pas, et que peut-être qu'il faudra aujourd'hui prendre une loi. Effectivement, au-delà de la mise en place du parquet financier, il faut prendre une loi, en tout cas, adossée à la loi de finances, il faut mettre en place des mesures qui permettent justement de poursuivre justement ce travail-là de manière sereine et de manière objective. Okay. D'accord. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Amar Thioune. M. Amar Thioune est leader du mouvement citoyen, mouvement authentique national africain, Mana. Monsieur Thioune, vous allez participer aux élections législatives? À ce jour, j'ai eu des propositions, mais je peux vous dire que, comme je vous l'ai dit, au regard de tout ce que je viens de vous dire, c'est très très compliqué, justement, parce que beaucoup de structures ne sont pas dans la même logique. Effectivement, si toutefois il y a des convergences, peut-être que j'irai. Le cas échéant, je préfère rester au service de ma nation, voilà, travailler en tant que technicien et je pense que ça, il n'y a aucun problème là-dessus parce que je pense que ça a été ma vocation dès le départ quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai décidé de servir ma nation en tant qu'enseignant et ça n'a pas changé. L'amour de la nation qui est en moi est toujours là. En tout cas, j'ai envie de servir, d'être utile à mon pays, ce que je fais pour d'autres pays, que ce soit le Maroc, que ce soit la Palestine, la France ou Haïti ou d'autres pays. J'ai envie aussi d'apporter mon expérience, mon expertise pour mon pays. Et puis voilà, donc soit je le ferai un jour en tant qu'élu, le cas échéant, je le ferai en tant que citoyen dans d'autres modalités. Okay. En tout cas, le Sénégal a besoin de ces dignes fils comme vous, vraiment pour rehausser le niveau de développement de ce pays-là que les populations attendent depuis très 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 longtemps. Alors, M. Thioune, vous intervenez dans les zones de conflit. Alors, pour parler de la question palestinienne, ces temps-ci, c'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Et les gens sont tellement passifs, surtout les organisations internationales. Qu'en dites-vous? Oui, tout à fait. Je trouve que effectivement, ce qui se passe, c'est scandaleux, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Israël a le droit d'exister. Je pense que ça, c'est important, et de se défendre de certaines attaques. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est une situation très, très préoccupante et très, très grave. Moi, en tant que militant des droits de l'homme, bien sûr, je me suis engagé en Palestine. J'ai accompagné la création de la zone industrielle de Bethléem, de grands programmes comme Bethléem, des projets au sein des universités à Bethléem University ou Al-Ahliya, ou encore les chemins d'Abraham, voilà, Abraham Path Initiative, ou même avec l'Église, avec la Fondation du Vatican, on a eu également à faire un travail là-bas avec Caritas, avec le Comité catholique contre la faim. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi œuvré pour la paix, parce que je me suis aussi engagé sur des programmes qui rassemblaient des jeunes Israéliens, des jeunes Arabes, qu'on faisait voyager, qu'on faisait jouer ensemble pour qu'ils se connaissent, parce qu'on se dit le temps où ils jouent ensemble, ils ne se tapent pas dessus au moins, et ils apprennent à se faire connaître, à se faire connaissance, et puis surtout qu'ils apprennent effectivement la dimension humaine qui habite en chacun d'eux. Malheureusement, aujourd'hui, la situation s'est dégradée. Je trouve déplorable et vraiment, j'incite toutes les parties à arrêter, à s'asseoir et à rediscuter parce que les vies qui sont perdues ne reviennent plus. Voilà. Et que je ne suis pas sûr qu'effectivement le combat qui se fait, par ailleurs, bien sûr, on parle d'Israël, mais moi, j'ai l'habitude aussi de parler aussi de tous les pays voisins, mais aussi de la majorité de la Ligue arabe, qui doit être claire sur sa position par rapport à la Palestine. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Cisjordanie ou vous allez à Bethléem, vous voyez encore des drapeaux, je ne citerai pas de nom, de pays arabes qui flottent là-bas en disant que ce territoire-là m'appartient, ce territoire-là m'appartient. Il faut aller sur place pour voir la situation telle qu'elle est. Okay. Elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on nous montre à la télé. Bien sûr qu'on déplore la guerre, mais ce qui se passe dans ce pays-là, c'est tout à fait scandaleux, en tout cas sur tous les points de vue. Voilà. Et moi, j'ai toujours
militer pour 2 peuples, 2 États. Je continue à le croire et j'espère qu'un jour, en tout cas, que cette vision-là pourra avoir lieu et que Israël et la Palestine pourraient vivre côte à côte, en paix et continuer à échanger. Et parce que c'est ce qui se passe. Quand vous allez aujourd'hui dans certaines zones en Cisjordanie, les Israéliens et les Palestiniens travaillent ensemble. Dans les kibbutz Beni Akiva, qu'on appelle des kibbutz de gauche, les kibbutz, c'est des zones communautaires où on cultive, où il y a des Juifs d'Israël qui habitent. Souvent, il y a des Palestiniens qui viennent, qui échangent avec eux, qui travaillent avec eux, qui commercent avec eux, et ça se passe bien. Voilà. Mais dès qu'on sort de ces zones-là, effectivement, il y a des conflits énormes qui se passent et je trouve ça malheureux. En tout cas, c'est un conflit qui perdure et vraiment, les civils en payent les pots cassés. Ça, c'est sûr. Donc, si vraiment on arrive à régler définitivement ce conflit, ce serait une chose exceptionnelle. Alors, il me reste 2 points parce que le temps file vite. Alors, revenons dans notre pays. La recrudescence des accidents sur nos routes. Et ce que les gens criaient haut et fort, les routes sont défectueuses. Maintenant, on a constaté une amélioration nette avec le président Macky Sall. Mais jusqu'à présent, ce phénomène persiste. Des gens meurent par dizaines dans nos routes. Alors, quelle analyse faites-vous sur ça? Vous savez, quelles sont vos propositions pour éradiquer complètement ce phénomène-là? Il y a deux choses. Vous savez, quand il y a un problème, qu'on dit souvent un nuisible, un nuisible. On appelle des nuisibles des fois, par exemple, un rat qui vous attaque. Tout à fait. Il y a 3 solutions pour régler le problème du nuisible. Soit l'éliminer directement, le nuisible. C'est qu'on ne peut pas éliminer tous les Sénégalais qui sont sur les routes, d'accord? Voilà. Soit éliminer sa source d'alimentation. Et là, il faut qu'on revienne sur la question. Et dans ce cas-là, comme ça, il aura faim et il va arrêter, et où il va changer de mode de vie. Donc, si vous venez bouffer chez vous, il n'a plus ce qu'il veut, il va aller manger autre chose. Voilà. Si vous voulez être carnivore, il va devenir herbivore pour trouver, parce qu'il y a de l'herbe partout. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou le cas échéant, il faut tout simplement modifier son habitat. Et quand on supprime son habitat, au moins, il déménage, il va ailleurs. Quand je prends cette figure-là, donc, ça appelle le triangle du vivant. C'est simple. C'est que c'est qui commet des accidents sur la route? C'est des Sénégalais, des êtres humains. Ces êtres humains-là, c'est le fond. Donc, c'est eux qui posent le problème. Voilà. Soit c'est ces êtres humains. Et pourquoi ils posent problème? Ils posent problème parce que soit ils sont indisciplinés, ils ne respectent pas le code de la route, ou ils l'ignorent. Des fois, c'est juste qu'ils l'ignorent, ils ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de corruption dans l'accès au permis. Voilà. Quand on a un jeune qui n'a jamais fait le code de la route. En fait, qu'est-ce qu'on contrôle? On contrôle juste comment vous savez accélérer une voiture, démarrer, vous garer correctement, faire un créneau et après on vous donne le permis. Non, ce n'est pas ça. Il y a des règles, effectivement, en termes d'éducation, de formation et de discipline à mettre en œuvre. Et cette discipline-là, qui dit discipline, dit aussi des garde-fous. Ça veut dire qu'il faut des contrôles. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on arrête la corruption routière et que les gens soient sanctionnés réellement. Et les véhicules qui sont utilisés, il faut qu'ils soient aux normes. Au-delà des routes, parce qu'aujourd'hui on a des routes qui tiennent la route. Les véhicules, il faut qu'ils soient aux normes. S'ils ne sont pas aux normes, il faut les arrêter. Voilà. Et il ne faut pas hésiter, à un moment, il faut arrêter le masla. Il ne faut pas hésiter à un moment donné d'immobiliser un véhicule qui n'est pas en règle et de le mettre en fourrière. Jusqu'à ce que son propriétaire paye une amende et le remette en règle pour le mettre sur la route. Mais par ailleurs, il faut faciliter également l'accès aux véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça aurait pu développer l'économie, c'est-à-dire que quand je dis à chaque fois qu'il y a une crise, c'est une aubaine pour créer de l'activité. Parce qu'aujourd'hui, autour de l'automobile, l'activité qui existe, l'activité de pièces détachées et d'importation de véhicules. Mais qu'est-ce qui nous empêche de passer un accord avec un constructeur international dans un premier temps pour créer une chaîne de montage chez nous, pour avoir des véhicules qui tiennent la route, et puis en même temps que l'État à un moment donné, garantissent l'accès à ces véhicules-là et permettent aux populations, en tout cas qui ont des revenus, de pouvoir petit à petit accéder à des véhicules neufs dans le cadre du remplacement du parc et bien sûr créer, pourquoi pas, une fonderie.
Alors que je disais tout à l'heure, tout est lié. Nous avons le fer de la Falémé aujourd'hui, mais créons une fonderie de ce fer-là. Mais ça veut dire quoi? Toutes les épaves de véhicules auront maintenant, désormais, au lieu de les amener à l'extérieur, on les décarcasse ici et on a une fonderie ici où on peut fondre le fer et le mettre avec ce fer-là et transformer pour faire autre chose à côté. C'est une vraie réflexion à avoir globale dans le cadre de la démarche et de la gestion d'un État. Et ça, c'est important. Par ailleurs, effectivement, sur les routes, je pense qu'il y a un problème sur les routes des fois, même si on a de belles routes, des fois, il y a un problème d'éclairage sur les routes. Voilà. Des fois, il y a un problème de signalisation sur les routes. La signalétique routière, ici, elle n'existe quasiment pas. Et ça, c'est un gros problème. Et aussi, l'éclairage routier pose problème. Si vous le comparez à ce qui se passe à l'extérieur. Bien évidemment. Parce que vous avez l'expérience, vous voyagez partout. Oui. Alors, donc, ça veut dire que l'éclairage n'est pas suffisant. Ah ben non, pas du tout. L'éclairage, une route, il faut qu'elle soit éclairée. Parce qu'en fait, quand vous conduisez pas à 2 mètres. Un conducteur, quand il conduit, il doit regarder à distance. Au minimum, il doit voir sur 20-25 mètres ce qui arrive pour pouvoir s'arrêter en cas de danger. Pour quelle raison? Parce qu'il y a le réflexe de pouvoir s'arrêter. Donc, ce qu'on appelle le temps de freinage, donc la distance de freinage, mais entre la distance de freinage et l'arrêt, il y a ce qu'on appelle la distance d'arrêt, et ça c'est important de pouvoir réfléchir, en tout cas de manière globale, ces questions-là. Ok. Alors, on aborde le dernier point, le technicien me fait signe. Alors, les ressources minières, le Sénégal commence à exploiter le pétrole. Les Sénégalais peuvent espérer des lendemains meilleurs, M. Thioune? Oui, les Sénégalais peuvent espérer des lendemains meilleurs si vraiment on met en œuvre d'abord le fait qu'on puisse transformer une partie de ces ressources-là ici dans notre pays. Parce qu'avec le pétrole, on peut faire beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure, par exemple, et le gaz, de fonderies. Pour faire du fonderie, il faut de la chaleur, beaucoup de chaleur. Et beaucoup de chaleur, c'est grâce au gaz qu'on peut le faire. Donc, il faut avoir des gazoducs qui vont aller dans la Falémé. Et c'est l'occasion également d'alimenter tous les foyers en gaz sur la route. Et ça va créer des milliers et des milliers d'emplois. Bien sûr, ça va prendre du temps. Mais c'est là où on peut justement, le partenariat privé peut jouer un rôle. C'est là où les concessions internationales sur une durée donnée peuvent justement donner des choses parce que c'est rentable pour le pays plutôt que d'importer notre matière première brute à l'étranger qui la transforme et qui vient nous la revendre à des prix exorbitants. Ouais. Alors, merci M. Thioune. Vraiment, il y a des points que je voulais qu'on aborde, l'immigration clandestine, les licences de pêche. Alors, c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table et discuter avec des experts comme vous. Mais on espère que vous reviendrez et on va toucher ces points-là en profondeur. Alors, M. Thioune, votre dernier mot? D'abord, je vais vous remercier de m'avoir convié et j'invite juste les Sénégalais à faire attention justement qu'on ne les trompe pas. Une nouvelle fois. Et je pense que c'est important à un moment donné de continuer la rupture, l'esprit de rupture en tout cas qui a soufflé, le vent de rupture et de renouveau, ça doit continuer. On a besoin de jeunes à la tête de ce pays-là. Je ne fais pas du jeunisme, je n'ai rien contre les vieux. On a besoin de leurs conseils, de leur expérience, mais à un moment donné, il faudra changer la donne. Et ça, c'est important. La deuxième chose, il ne faut jamais être dans la logique de sanctionner aujourd'hui un nouveau pouvoir qui vient d'arriver parce qu'on sanctionnera le pays. Par contre, il faut voter en conscience, il faut demander les programmes, discuter, échanger avec les gens, et y compris d'ailleurs dans les investitures départementales, voir justement qu'est-ce que les députés départementaux portent pour leur territoire, parce que ça c'est important, c'est ce qu'ils vont défendre à l'Assemblée nationale. C'est une vraie approche et l'enjeu est important pour le pays, l'heure est grave, et donc il faut éviter effectivement toutes ces tromperies qui ont existé jusqu'à présent et rester concentré sur l'essentiel, et que Dieu en tout cas protège le Sénégal et que ces élections se déroulent de manière correcte, transparente et sincère et que effectivement le 17 novembre on ait une Assemblée nationale qui est là, qui est sincère, qui est citoyenne et qui est capable de porter le pays vers l'avant et qui va redorer le blason du Sénégal à l'international parce qu'aujourd'hui on en a besoin, vraiment. Merci et Amine M. Thioune. Alors je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Amar Thioune, leader du mouvement citoyen, mouvement authentique national africain, MANA. M. Thioune, c'était un plaisir vraiment de vous recevoir dans nos locaux. Alors, je remercie le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le rédacteur en chef Moussa Niang et l'ensemble du personnel de Océan FM. À la présentation, Abdou Diouf, la partie technique a été réalisée par Ibrahim Diop. À
à la prochaine fois pour un autre invité. Merci.